propose de patienter Bonjour. quelques petites minutes, histoire de laisser à tout le monde le temps de se connecter. Et après, on pourra commencer. Alors, pour nous faire patienter, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un tour de présentation. Donc, moi, je suis Céline Descamps, j'ai en charge le projet INS au sein du ministère et j'ai le plaisir d'être accompagnée aujourd'hui par Manuela Oliver. Manuela, je te laisse la parole. Bonjour à tous, Manuela Oliver, je suis le référent régional PACA pour l'identito-vigilance. Je suis aussi le référent national en identito-vigilance pour le service de santé des armées. Et pour cette année, je suis aussi la présidente du Trois-Rives, enfin jusqu'en mai. Et je suis biologiste de formation, arrivée à l'identito-vigilance par les problématiques rencontrées au laboratoire. Juste, Manuela, est-ce que tu peux expliquer un petit peu ce qu'est le Trois-Rives? Parce que je ne suis pas sûre que tout le monde connaisse. Tu as raison, le Trois-Rives, c'est Ouais. le réseau des référents régionaux en identito-vigilance. Depuis 2021, toutes les régions disposent d'un référent régional en identito-vigilance et du reste, il y en a dans l'assistance, je les ai vus. Et ces référents se sont fédérés en associations pour partager, accompagner mieux les établissements et ne pas faire des silos entre régions, faire plutôt quelque chose de très opérationnel et pragmatique. Et nous sommes accompagnés par Jean-Marc. Et bonjour, et moi je ne suis pas spécialisé en identito-vigilance, je suis un des directeurs de projet de la DNS et je m'occupe de tout ce qui est imagerie, côté système d'information, mais aussi projet Dreambox, partage d'images à venir. Et je contribue aussi au pilotage du déploiement des services numériques dans les régions. Voilà, je vous souhaite un bon webinaire. Merci Jean-Marc. Alors, ce que je vous propose, c'est de bien faire attention à couper vos micros pour que ce soit pas désagréable pour tout le monde. Vous avez évidemment la possibilité de poser des questions dans le chat. On va tenter d'y répondre le plus possible. Et puis, on aura de toute manière un temps de questions-réponses. Donc, vous pourrez à ce moment-là ouvrir vos micros et nous poser vos questions. Je vous propose de commencer. Alors, on va reprendre juste cette base parce que parfois on a des réponses qui nous surprennent un petit peu à cette question de pourquoi demander un document d'identité aux usagers. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'identito-vigilance, donc c'est l'ensemble des organisations et des opérations qui sont mises en œuvre pour fiabiliser l'identification de l'usager. Et évidemment, ça commence dès la création de l'identité d'un patient. Alors, au moment de cette création et de la demande de documents d'identité, en fait, on l'explique tout simplement par une mise en cohérence. En fait, c'est une mise en cohérence entre les traits d'identité qui sont sur le document d'identité et l'usager qu'on a en face, et bien évidemment, une mise en cohérence entre les traits retournés par le téléservice lorsque vous appelez le téléservice INSI et récupérez l'INS et le document d'identité. Le but, évidemment, c'est de s'assurer que on va prodiguer le bon soin au bon usager. Donc, que tous ces traits d'identité et cette personne, tout soit cohérent. Il n'y a absolument pas de fin de lutte contre la fraude. Souvent, on nous dit le fait de demander un document d'identité, c'est pour lutter contre la fraude. Alors peut-être qu'in fine, il y a quelque chose comme ça, mais en tout cas, pour nous, l'origine de la mise en place de l'INS et de la justification de son identité par rapport à un document d'identité, c'est pas notre finalité, c'est vraiment de sécuriser le patient, sécuriser sa prise en charge, et ensuite on verra tout ce qui en découle forcément. Alors tout ça, c'est basé
sur un certain nombre de documents qui sont rendus opposables depuis l'arrêté du 27 mai 2021 et paru au journal officiel le 8 juin 2021. Donc, c'est une obligation réglementaire de référencer toutes données de santé à partir de l'INS de l'usager. Et vous avez toutes ces règles-là qui sont définies dans différents documents. Donc, vous avez le RNIV1. En fait, le RNIV1, c'est le socle. C'est les règles d'identito-vigilance qui sont communes à tous les professionnels qui prennent en charge un patient, un usager, comme vous voulez. Et ensuite, ce RNIV1, il a été décliné en fonction des organisations. Donc, le volet 2, il concerne les établissements de santé. Le 3, c'est les structures non hospitalières. Et le 4, c'est pour toutes les activités dites libérales. Donc ça, c'est vraiment le socle de connaissances. Il faut avoir lu ces documents, évidemment. Alors, vous n'êtes pas concerné par le 2 et le 3. Ce qui vous concerne, c'est évidemment le 1 comme tout le monde et le 4 pour l'activité libérale. Alors pourquoi aujourd'hui on organise ce webinaire? Pourquoi améliorer vos taux de qualification? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pour pouvoir communiquer avec donc l'INS, l'identité nationale de santé, cette identité, elle doit être au statut qualifié. Donc, juste pour rappel, la qualification, elle s'obtient à partir de 2 choses. 1, récupération de l'identité à partir du téléservice INSI. Et 2, la validation de l'identité à partir d'un dispositif d'identification à haut niveau de confiance, donc le document d'identité. Le fait d'avoir cette consolidation de l'identité permet donc de la qualifier et de communiquer avec les traits de l'INS. Alors l'objectif, je vais dire principal, c'est fiabiliser l'identité des patients. À partir du moment où la prise en charge d'un patient commence par une bonne identification, on peut se dire que déjà, on a acquis un certain niveau. Le fait d'avoir une identité qui n'est pas sûre, forcément, ça pose problème et on se rend compte quand on prend en charge un patient que, au fil de la prise en charge, ça peut effectivement engendrer un certain nombre de problèmes. Ça peut forcément faire gagner du temps dans le rattachement d'un document dans le dossier d'un patient. À partir du moment où tout le monde parle du même patient avec la même identité, forcément, lorsque vous recevez un document, tout de suite, vous êtes sûr que vous parlez encore une fois du même patient. Donc ça rejoint forcément le fait de faciliter les échanges et le partage des données de santé. Et puis vous savez qu'aujourd'hui, on est à l'ère du tout numérique ou en tout cas le plus de numérique possible. Donc, il faut fiabiliser cette identité et être sûr que quand vous propagez des données de santé ou que vous recevez des données de santé, on parle bien de la même personne. Il y a forcément l'échange avec le patient de manière sécurisée via mon espace santé et la messagerie sécurisée citoyenne et l'alimentation du DMP. Sachez que depuis octobre 2023, il n'est plus possible d'alimenter le DMP si vous n'avez pas une identité qualifiée, en tout cas une INS. Et l'objectif, c'est quand même pour vous, mais comme pour nous, hein, on est tous à un moment donné usagers du système de santé. Et quel bonheur d'avoir l'intégralité de ces documents au même endroit. Donc, la condition pour permettre ça aux usagers, c'est de qualifier les INS pour alimenter le DMP. Alors, la chose qui nous est souvent remontée, c'est effectivement les usagers qui ne présentent pas forcément de documents d'identité. Alors, ça va prendre forcément un petit peu de temps. On sait qu'à l'hôpital, par exemple, c'est quelque chose qui est demandé depuis plusieurs années et les habitudes commencent vraiment à rentrer dans la norme et les patients présentent un document d'identité. En ville, c'est un petit peu moins le cas puisque c'est beaucoup plus récent. Donc, il y a des petits leviers que vous pouvez mettre en place, des affichages dans la salle d'attente. Alors, je sais que dans les salles d'attente, il y a souvent beaucoup d'affiches, mais ça vaut peut-être la peine d'avoir ces affiches qui sont à disposition sur le site de l'ANS,
qui explique le pourquoi le document d'identité. Et puis après, il y a peut-être d'autres moyens. Lorsque le patient appelle au téléphone pour prendre un rendez-vous, lui rappeler qu'il doit se munir de sa carte vitale, de sa mutuelle et de son document d'identité. Ça peut être un moyen aussi de les informer comme ça. Alors, vous aurez à disposition évidemment le webinaire et le replay, mais sachez qu'on vous a mis un certain nombre de liens utiles. Donc là, vous avez d'une part le kit de communication INS, donc comme je vous disais, qui est disponible sur le site de l'ANS. Du coup, vous pouvez télécharger les affiches. Et puis aussi, dans le recueil de l'identité, on sait que parfois, c'est pas toujours simple. Donc, le 3Rives a fait un certain nombre de documents. Vous verrez, on vous a mis les liens. Le premier, là, qui est celui qui est beaucoup utilisé, c'est effectivement le recueil de l'identité des usagers étrangers, donc qui présente un document d'identité étranger. Donc, parfois, c'est pas toujours facile d'interpréter ce qui est écrit. Donc, ça, c'est vraiment très, très aidant. Et on a malheureusement aussi ce problème avec les documents français. Donc, il y a aussi une fiche pratique pour les documents français. Une petite information, souvent on nous dit, c'est compliqué de scanner, les documents d'identité, de les archiver, il faut qu'il y ait un certain nombre de sécurités qui soient mises en place. Sachez que vous n'avez aucune obligation, à scanner et archiver les documents d'identité. Ça peut toujours être aidant, pour régler les problématiques quand vous n'avez pas réussi en première intention à qualifier l'identité de votre patient, parce qu'à un moment il y a eu, une situation il y a eu une discordance. On le verra un peu plus tard. Dans ces moments-là, effectivement, c'est toujours intéressant de pouvoir avoir accès aux documents d'identité, mais vous n'avez aucune obligation, de le faire. Alors justement, ces discordances, on sait que, il peut y avoir des différences entre, l'identité présente sur le document d'identité et les bases sur lesquelles repose le téléservice INSI. Alors, avec le recul et les quelques années maintenant où on a un peu plus, d'usage du téléservice, on peut affirmer, et Manuela, tu me contrediras si je me trompe, mais qu'il y a davantage d'erreurs sur les bases de référence du téléservice que sur les documents d'identité. Voilà, après, vous pourrez, le constater. On sait aussi que, ça touche, de manière plus importante les patients, nés à l'étranger. Toujours cette problématique de retranscription, de l'identité et les patients âgés, parce qu'il y avait quand même un petit peu moins de rigueur, avant que maintenant avec le numérique. On s'est rendu compte que, la majeure partie des écarts portaient sur, le code, officiel géographique du lieu de naissance. On vous expliquera pourquoi tout à l'heure, mais aussi sur les prénoms. Alors parfois, on a d'un côté 3 prénoms, de l'autre côté 1 prénom. On a parfois des orthographes qui sont un petit peu différentes. L'ordre n'est pas toujours le même. Et là où effectivement on a des difficultés, c'est sur les prénoms composés, puisque les règles d'état civil ont évolué dans le temps. Avant, on était obligé d'avoir un trait d'union dans un prénom composé. Ensuite, ça a pu être obligatoire. Donc voilà, tout ça, ça a apporté forcément de la complexité. Et on retrouve aussi cette problématique pour les noms de naissance, avec exactement la même typologie, avec les tirets d'un côté et pas de l'autre. Et on y reviendra tout à l'heure. Alors, ce que je vous disais effectivement, pourquoi ces écarts? En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que d'un côté, on a une base qui est celle de l'INSEE, sur lequel est adossé le téléservice, qui permet de récupérer l'INS. Et de l'autre côté, on a une autre base, c'est la base TES, donc la base des titres électroniques sécurisés, qui permettent d'établir les documents d'identité. Et en fait, ces bases ne communiquent absolument pas entre elles. Donc, c'est ce qui justifie que parfois, il y a des différences et que vous pouvez être confronté à ces fameuses discordances. Encore une fois, mais ça pendant tout le webinaire, vous allez la voir, le 3Rives a fait une fiche pratique. C'est la conduite à tenir en cas d'incohérence constatée lors de la recherche de l'INS. Et en fait, dans cette fiche pratique, on vous explique qu'il y a certaines situations qui excluent complètement que vous puissiez qualifier quand c'est une certaine typologie de discordance, mais que parfois,
vous pouvez, malgré la discordance constatée, valider, récupérer et du coup qualifier cette INS. Donc vous aurez accès à cela avec le support. Manuela, je te laisse la parole. Alors, du coup, évidemment, on peut qualifier dans certains cas, mais il y a un arbre décisionnel un petit peu de sécurité à respecter. La première question à se poser quand on a un retour du téléservice qui ramène une identité qui diverge de celle de l'usager, c'est est-ce que je ne me suis pas trompée de dossier en sélectionnant de bénéficiaires, si j'appelle par carte vitale, hein, parce que pour les enfants, avant d'appeler par carte vitale, enfin, s'il y a plusieurs bénéficiaires, il faut sélectionner le bon bénéficiaire. Et puis, dans le flux de l'accueil, hein, quand on a du monde, on peut tous faire une erreur. Donc, la première question à se poser, c'est se dire, est-ce que j'ai bien appelé pour la bonne personne? Si on se rend compte qu'on a fait une erreur, on arrête tout. On change de dossier, on réappelle avec le bon bénéficiaire, etc. Après, si on n'a pas fait d'erreur, on peut se dire sur quel trait porte la discordance. Et c'est un élément, c'est une nouvelle exigence pratique professionnelle qui arrivera avec la nouvelle version du RNIV qui est attendue prochainement. Ce qu'il faut retenir, c'est si la discordance porte sur le nom de naissance, le premier prénom, la date de naissance ou le sexe, vous ne pouvez pas récupérer ou qualifier l'INS. Il faut conserver l'identité de l'usager, hein, l'identité de l'usager. Après, si la discordance porte sur un autre trait, vous pouvez qualifier. Vous pouvez. On ne vous impose pas, personne ne vous imposera parce que c'est vous qui êtes responsable de traitement et vous responsable du référencement de la donnée de santé. Donc, c'est à vous d'analyser, de dire, bon, j'ai une anomalie sur le code lieu de naissance, mais ça s'explique parce que le patient est âgé, depuis le code commune a changé, etc. Je qualifie. J'ai une faute d'orthographe sur le troisième prénom, c'est pas bien grave. Donc, vous pouvez. Mais ça, c'est vraiment la règle à respecter. Je pense que je te relaisse la parole, Céline, non, me semble-t-il. Non, je te la laisse. Ah, alors on y va. Là, c'est juste pour une diapo sous forme d'exemple avec des cas. Donc, ce qu'il faut retenir également, c'est un tiret ou une apostrophe ne constitue pas une différence avec un espace. Par contre, si j'ai ni tiret ni apostrophe, comme dans le troisième exemple, là, tout est collé et puis un espace, ça c'est une différence, on ne pourra pas qualifier. Sur le prénom, on conserve le prénom de la pièce d'identité. À chaque fois, les prénoms composés, même chose. Tiret et apostrophe ne sont pas différents d'un espace. Le nombre de prénoms, ça reste à votre appréciation, mais si le premier prénom est identique, il est possible de qualifier une identité, une INS, si le nombre de prénoms est différent par rapport au nombre de prénoms présents sur la pièce d'identité. Par contre, sur la date de naissance, si c'est différent, ce n'est pas possible. Il n'y a pas de réflexion à avoir, on ne peut pas qualifier. Ni récupérer, ni qualifier, bien sûr. Alors, une fois qu'on a dit ça, on a quand même des pistes d'amélioration. Ce qu'il faut savoir, c'est que si l'erreur constatée provient de l'INS, en fait, on a la possibilité de faire rectifier cette identité auprès de l'INSEE. Alors, les situations les plus faciles, c'est quand le patient est né sur le territoire français. Donc là, il y a le lien qu'on vous a mis. Le patient, il a juste à cliquer sur ce lien, fournir évidemment un extrait de naissance. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a des professionnels qui nous ont demandé s'ils pouvaient le faire à la place de l'usager. C'est compliqué parce qu'effectivement, il faut demander un extrait de naissance, indiquer où se situe l'erreur. Et personnellement, pour l'avoir fait, la correction, elle est faite en 8 jours. Par contre, là où les choses se compliquent un petit peu, c'est effectivement quand le patient est né à l'étranger ou en Nouvelle-Calédonie. Et là, la démarche est à faire auprès de sa caisse d'assurance maladie, d'affiliation. Si toutefois l'erreur provient de la pièce d'identité, donc là, il faut
inviter le patient à se rapprocher de sa mairie pour faire renouveler sa pièce d'identité. Alors, on sait très bien que c'est pas toujours facile. Alors, demander à quelqu'un de changer son document d'identité, vu parfois les délais qu'il y a dans certaines régions, il peut y avoir, peu de motivation, mais il faut quand même indiquer au patient que la conséquence, c'est que, effectivement, son identité ne pourra pas être sécurisée au même titre que quand on a l'INS, bien évidemment sans lui faire peur, bien sûr. Mais lui dire que du coup, on ne pourra pas alimenter son DMP et que les informations ne pourront pas être transmises. Encore une fois, vous avez le lien. On a créé une tablette, un flyer qui résume toutes ces informations qui peut être donné à l'usager pour l'inciter à faire ces corrections. Bien sûr, et on y a ajouté, puisqu'on a eu l'information récemment, parce que fait-on des patients qui sont un petit peu en fracture numérique? On a des personnes, âgées qui sont pas du tout, internet, ou ces choses-là. Donc d'une part, ils peuvent tout à fait, s'orienter vers leur mairie où il y a des conseillers, il y a des personnes qui accompagnent justement ces patients et peuvent les aider à faire la démarche d'un point de vue numérique. Mais quoi qu'il en soit, il existe quand même une adresse, où on peut faire cette demande, sous format papier. Manuela, je te redonne la parole. Je reprends la main. Donc là, on vient de parler un petit peu du premier cas complexe, on va dire, les discordances. C'est-à-dire, on a eu un retour du téléservice qui a renvoyé une identité et on a une discordance avec l'identité de l'usager. On va aborder maintenant le deuxième cas que vous avez probablement rencontré, et peut-être moins si vous interrogez le téléservice par lecture de la carte vitale, mais si vous l'interrogez par trait, vous pouvez le rencontrer dans, ça peut représenter 10% des cas à peu près. Vous avez une réponse du téléservice qui vous dit « aucune identité trouvée ». Première chose, si on interroge par trait d'identité, vérifiez qu'on n'a pas fait une erreur en saisissant l'identité, parce qu'on a le nez dans le guidon, on a pu inverser 2 lettres dans un nom ou un prénom, on a pu inverser 2 chiffres dans une date de naissance. Deuxième chose, donc si vos traits sont erronés, il faut corriger et réinterroger. Si vos traits sont justes et que vous avez utilisé le critère lieu de naissance pour interroger le téléservice, il faut supprimer ce critère. Pourquoi? Parce qu'on vous a dit précédemment qu'il y avait un certain nombre de discordances qui étaient dues à l'évolution des codes géographiques des lieux de naissance, que ce soit des pays ou des communes, donc des pays pour les étrangers, des communes pour les usagers nés en France. Et sauf que le téléservice, lui, quand vous lui indiquez un code, il cherche absolument une identité avec exactement ce code-là. Et donc, si le code n'est pas le bon, il ne va pas trouver. Donc, si vous pouvez même en première intention ne jamais utiliser ce critère lieu de naissance, vous aurez plus de réponses positives. Si il y avait un tiret ou un apostrophe dans le nom ou le prénom de votre patient, il faut essayer de réinterroger en remplaçant le tiret ou l'apostrophe par un espace. Parce que malheureusement, en ce moment, il y a un contrôle très strict qui est réalisé sur les noms. Et dans ce contrôle strict, contrairement à ce qu'on a écrit dans le RNIV, le tiret ou apostrophe sont considérés comme différents d'un espace. Et donc, il dit, non, ce n'est pas le même nom, je ne renvoie pas cette identité. Et enfin, dernière astuce, dernière solution un peu de contournement pour essayer d'obtenir une réponse, c'est de faire volontairement une faute dans le prénom. Alors, il ne faut pas chercher bien loin. Et vous, en systématique, vous rajoutez un A à la fin du prénom. Moi, je m'appelle Manuela avec un A, vous essayez de réinterroger avec Manuela avec 2 A. Et pour réinterroger. Pourquoi ça marche, ça? Parce qu'il faut savoir qu'en première intention, le téléservice, il va interroger une première base qui est en cours d'amélioration et de fiabilisation, mais qui a encore un certain nombre de défauts. Et si dans cette première base, le téléservice ne trouve pas de réponse, en seconde intention, l'appel rebondit et va interroger une base qui est beaucoup plus fiable. Et donc, quand vous faites une faute dans le prénom, forcément, vous êtes sûr de ne pas avoir d'identité dans cette base interrogée initialement. Vous rebondissez sur la base de meilleure qualité et ça marche aussi très bien. On arrive à récupérer une INS et on récupère une INS sans la faute dans le prénom. Voilà.
Et enfin, il faut quand même bien garder à l'esprit que tout le monde n'a pas une INS. Vous avez un touriste qui s'est foulé la cheville en vacances à Bandol, il vient aux urgences, il n'aura pas d'INS, c'est un touriste. Certains usagers, ceux qui sont en situation irrégulière, n'en ont pas non plus. Et pour les usagers qui disposent de l'aide médicale d'État, par exemple, et qui ont un numéro d'assuré qui commence par autre chose que 1 ou 2, eh ben, ça, ce n'est pas un matricule INS, ça n'est pas une INS. Donc, forcément, il n'y aura pas de réponse là, et c'est normal. Tu peux me changer la diapo. Si vous pouvez avoir une troisième type de réponse retournée par le téléservice INSI, c'est « j'ai plusieurs identités qui correspondent aux traits utilisés pour la recherche ». Donc ça s'appelle la réponse TD02. Première chose, on vérifie bien les traits, on n'a pas fait d'erreur. Deuxième chose, attends, je ne suis pas sur la… Ouais. Deuxième chose… Si on n'avait pas mis le lieu de naissance en première intention, on le rajoute parce que c'est un caractère discriminant supplémentaire. Avec le risque d'avoir une réponse aucune identité trouvée si le code a évolué entre la naissance de l'usager et maintenant. Voilà. Si on n'avait saisi qu'un seul prénom, on va enrichir ces prénoms par la liste des prénoms, pareil, pour augmenter le caractère discriminant de la recherche. Et enfin, dernière chose à faire, même chose, on rajoute un A à la fin du prénom. Pourquoi? Parce que pour forcer, toujours pareil, le téléservice allait interroger la base plus fiable qui s'appelle le SNGI, Système national de gestion des identifiants. Pourquoi? Parce que dans la base initiale qui s'appelle le RFI, référentiel identité, parfois, il y a des doublons, c'est-à-dire qu'il y a le même usager, mais qui est enregistré 2 fois. Et donc, forcément, on a 2 identités qui correspondent aux critères de recherche. Et en faisant cette faute, on bascule sur la base SNGI, qui, elle, n'a pas de doublon. Et donc, on récupère bien une INS. Voilà, un petit focus, c'est le plus complexe, l'évolution des lieux de naissance à expliquer. Un petit focus ici sur la gestion des codes lieux de naissance pour les usagers qui sont nés en France. Normalement, vos logiciels doivent gérer les historiques des codes communs en fonction de la date de naissance du patient. C'est-à-dire, quand vous enregistrez l'identité, il doit comparer finalement la date de naissance avec une table de code commun qui contient les dates de début et de fin d'utilisation de ce code et vous proposer le bon code. Je suis un usager né à Suresnes en 1960. Mon logiciel, il doit dire « Ah ben, en 1960, Suresnes, c'était 75 073, le code commun. Je suis né en 1969 à Suresnes, mon logiciel, il doit dire « Ah oui, mais en 1968, il y a eu la réorganisation des communes de la couronne parisienne, donc le code, à partir du 1er janvier 68, c'est 92 073. » Si votre logiciel fait ça, vous aurez beaucoup moins d'anomalies sur les codes communes. Par contre, tous les éditeurs ne le font pas. On l'a mis en exigence, il va falloir que ça soit fait, mais ce n'est peut-être pas le cas partout. Et après, on a le cas de figure pour les usagers qui sont nés à l'étranger. Tu peux me… Voilà. Et c'est plus complexe, ça. C'est plus complexe. Parce que le code à utiliser, il ne dépend pas de la date de naissance de l'usager. Il dépend de la date d'immatriculation. Cet usager, il est né, il a grandi dans son pays, puis il est arrivé en France, il a commencé à travailler en France et à un moment, il a été enregistré par la sécurité sociale et il a eu un numéro d'identification et donc un matricule INS. Mais ça dépend pas, donc le matricule attribué ne dépend pas de la date de naissance, mais dépend de la date d'immatriculation. Ce qui veut dire qu'informatiquement, c'est plus compliqué à gérer. Et d'autant plus qu'aujourd'hui, mais ça va arriver au mois de février prochain, aujourd'hui, il n'existe pas de table officielle, de base officielle d'historique des codes pays. Donc, au mois de février, la l'INSEE va publier une première base, ce qui nous permettra au moins d'avoir une correspondance en libellé clair à un code, mais ça ne pourra jamais être géré automatiquement.
Ça ne pourra jamais être géré automatiquement parce que vous n'allez pas recueillir dans votre système d'information la date d'immatriculation de l'usager. Vous n'allez pas lui demander, si ça se trouve, il ne s'en rappelle pas et ce n'est pas une information, on n'a pas de champ disponible dans le système d'information. Là, vous avez l'exemple de l'usager né à Mitrovica, hein, qu'on a mis. Donc, s'il est arrivé en France, par exemple, en 2000, Mitrovica, c'était en Serbie. Donc, il a été immatriculé, il aura un code dans son INS 99-121, qui est le code INSEE de la Serbie. Et par contre, depuis, il a fait refaire son titre de séjour, et son titre de séjour date de 2010, par exemple. Ben, sur le titre de séjour, il y aura écrit Kosovo, parce qu'en 2008, le Kosovo est devenu un pays, et Mitrovica, c'est au Kosovo. Et du coup, sur le titre de séjour, on aura Kosovo, et l'INSEE nous renverra Serbie. Voilà. Par contre, s'il est arrivé en 2020, notre usager, il n'y aura pas de discordance. Parce qu'en 2020, quand il a été immatriculé, Mitrovica, c'était déjà au Kosovo. Voilà. Je sais que c'est un petit peu complexe, hein, donc n'hésitez pas, si ce n'est pas clair, à poser des questions dans le chat. Juste Manuela, je ne les vois pas, les questions, hein, vu que je projette. Ouais, je les vois, moi. Je l'ai en face de moi, Céline. C'est bon. D'accord, super. Là, c'est bon, du coup, tu peux… Oui, attends, non, reviens. Excuse-moi, j'ai oublié quelque chose d'hyper important. Vous avez une aide en région, vous avez un expert. Vous avez la chance tous d'avoir des experts dans vos régions qui sont vos référents régionaux en identito-vigilance. Et vos référents, ils connaissent bien les problématiques. S'ils n'ont pas la réponse, ils font appel à un ami, les autres référents régionaux en identito, et globalement, tout le monde se mobilise pour trouver la réponse. Donc, n'hésitez pas à faire appel à eux. Et vous avez sur le support ici le lien vers la liste des référents régionaux en identito-vigilance. Il y a leurs coordonnées mail et c'est mis à jour, je ne vais pas dire en temps réel, pas loin, quoi. Dès qu'un référent change, le document est mis à jour sur le site de l'ANS. Ça, c'était important. Après, il y a une autre particularité sur les codes lieux de naissance. Je vous avais dit que c'était compliqué, hein. Il faut savoir qu'un matricule INS, un NIR ou un NIA, ne peut correspondre qu'à un seul usager. On est d'accord, on ne peut pas avoir un numéro qui correspond à deux personnes différentes. Si vous savez que dans le NIR ou le NIA, l'année de naissance, elle n'est que sur 2 caractères. Et que le rang de naissance dans la commune ou le pays, pour le même mois, la même année, pour le même sexe, est que sur 3 caractères. Donc, si on n'a pas de chance, qu'on dépasse 989, on est la millième personne qui naît dans la même commune le même mois, de la même année et du même sexe. Ou alors, si on est né à exactement 100 ans d'écart, avec le même rang de naissance, dans la même commune, etc., on risquerait d'attribuer le même numéro à 2 personnes. C'est pour ça qu'on utilise ce qu'on appelle des codes extensions. Les codes extensions, ce sont des codes communes fictifs qui correspondent effectivement à une commune géographique. Il y a une table de correspondance, mais ça ne devrait pas être dans le champ lieu de naissance. Parfois, malheureusement, il y a eu des erreurs et on a reporté ce code dans le code lieu de naissance. Et du coup, ça explique aussi une partie des anomalies, des discordances qu'on retrouve sur les lieux de naissance. Autre chose qui est important à savoir, c'est que malheureusement, certains codes extensions ont parfois été utilisés comme code géographique officiel. Là, c'est un cas qui est assez fréquent. J'ai encore eu un cas hier, hein, où on avait un code extension pour la commune de Fort-de-France en Martinique qui était le 97-609 jusqu'au 1er juillet 2011. Mais à partir du 1er juillet 2011, il est devenu le code officiel géographique de la commune de Kanikeli à Mayotte. Et ça, forcément, comme les dates de début et de fin ne sont pas gérées sur ces codes extension, alors on espère qu'on arrivera à avoir un document avec des dates de début et de fin, on y travaille, hein. Là, c'est cuit. Le patient, l'usager, il est né en Martinique à Fort-de-France et l'INS vous ramène, il est né à Mayotte à Kanikeli. Et là, dans ce cas très précis,
Moi, je ne conseille pas de récupérer l'INS. Parce que là, c'est pas le code inconnu, on n'a pas de libellé, c'est que ça affiche complètement autre chose. Voilà. Vous avez dans le titre le code d'extension qui vous permettra d'accéder à la liste que nous a fourni l'assurance maladie et qui est sur le site de l'ANS. Ah, c'est moi. Ah, c'est toi, vas-y. C'est moi, oui. Alors, oui, je crois. Alors, parfois, on nous dit effectivement que l'appel au téléservice ne fonctionne pas. Alors, il faut savoir que ça fait il y a eu des périodes, effectivement, où c'était très, très compliqué. Alors, on a travaillé avec le porteur du téléservice, donc le GIE Sésame Vital. Et en fait, le 3Rive a fait une fiche pratique pour expliquer un petit peu la conduite à tenir si vous voyez que vous n'arrivez pas à accéder au téléservice. Donc, la première étape, en fait, c'est d'aller voir sur le site du GIE Sésame Vital si effectivement il y a un message d'opération de maintenance ou de problématique. Alors, sans vouloir vous vendre du rêve, en général, quand il y a un problème aigu et non pas programmé, l'information, elle n'est pas instantanée du tout. Après, vous pouvez effectivement solliciter votre éditeur pour voir si le problème ne vient pas de chez eux. Et comprendre un petit peu pourquoi vous n'y avez pas accès. Enfin, toutes ces étapes, elles sont décrites dans la fiche pratique. Mais globalement, ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que au regard du nombre de sollicitations qu'il y a en routine, le téléservice est en capacité d'accepter encore un grand nombre de sollicitations. Donc, on n'est pas du tout arrivé aux limites de capacité d'appel au téléservice. Donc, quand vous êtes en difficulté, essayez d'éliminer l'origine du problème. Peut-être que ça vous permettra d'avancer un petit peu. Et j'y pense aussi maintenant. Ce qui est intéressant aussi, c'est pour vous avoir une espèce de procédure ou enfin quelque chose où vous ayez réfléchi à l'organisation, parce que si vous avez une indisponibilité du téléservice ou qu'il y a un problème technique X ou Y, de bien avoir en tête que a posteriori, il faudra qualifier ces identités. Donc, il faut vous poser la question de cette organisation aussi à définir. Manuela. Voilà. Alors là, c'est un peu et je pense que tu as mis le lien, voilà, Céline, parfait. Ouais, le 3Rive, le réseau des référents régionaux en identito-vigilance, a produit un grand nombre de fiches pratiques qui sont extrêmement utiles et intéressantes. Et puis, il y a une mise à jour régulière qui est faite. Je vous avais mis dans le chat tout à l'heure, quand Céline en parlait, que la fiche pratique 1, recueil de l'identité des étrangers, on avait retravaillé dessus, on l'a bien réenrichie, elle va être publiée prochainement. Et je fais la pub, hein, Céline, tu me permets, on organise le premier webinaire 3Rive le 12 mars, donc à 14 h, pour justement présenter cette fiche, un peu la philosophie de la fiche, les grandes règles, et puis faire un peu un échange, des questions-réponses sur des cas particuliers de fiches. Donc, je me suis permise de mettre le lien d'inscription vers ce webinaire dans le chat. Et évidemment, on reviendra vers l'ANS et la DNS pour que vous diffusiez l'information largement. Il y a plein d'autres fiches pratiques, notamment une FAQ pour les usagers qui est intéressante, des éléments de réponse, des éléments de langage. Donc, n'hésitez vraiment pas à consulter ces documents-là. Céline vous a remis là sur la diapo les coordonnées des référents avec le lien. Il y a pas mal de ressources qui sont produites, donc n'hésitez pas à vous appuyer dessus. On les a produits pour ça, justement, pour vous aider et vous accompagner. En principe, si vous avez une question, vous devriez trouver la réponse dans les documents du 3Rive. Et là, c'est un certain nombre de liens que vous pourrez utiliser. Donc, les affiches dont je vous ai parlé tout à l'heure, une page dédiée effectivement sur le site de l'ANS avec tout un tas de documentation.
le flyer dont je vous ai parlé tout à l'heure sur la correction de l'identité. Et puis quelque chose dont je ne vous ai pas fait part jusqu'alors, en fait, l'ANS a travaillé avec le Trois-Rives sur l'élaboration de modules de e-learning spécifiques à l'INS et à l'identito-vigilance. On sait que l'accès à la formation n'est pas toujours facile parce qu'il faut libérer du temps, et du temps, comme tout le monde, on n'en a pas. Là, ce sont des modules qui sont extrêmement courts. De mémoire, je pense que le plus long, il doit durer quelque chose comme 4 minutes. Donc, ça peut parfois être compatible avec vos activités. Et bien évidemment, l'accès est libre et gratuit. Donc, vous pouvez y aller sans souci. Je pense qu'on a fait le tour. Si ça ne vous embête pas, je vais arrêter le partage, comme ça on va pouvoir voir, je vais pouvoir moi voir les questions. S'il y en a. Il n'y en avait pas, mais il ne faut pas hésiter à les poser, justement. Il nous reste du temps. Oh, je vous retrouve. Allez-y, vous pouvez ouvrir votre micro. Oui, bonjour. Bonjour. On avait une petite question justement. Vous nous avez fait part tout à l'heure du logiciel qui était plus fiable pour retrouver l'INSEE. Mais alors pourquoi c'est pas celui qui est interrogé en premier lieu, en première intention, s'il est plus fiable que l'autre? On aimerait tant. Alors, pour être complètement transparent, c'est quelque chose qui est demandé quasiment depuis le début, où on s'est rendu compte, parce que ce qu'il faut quand même savoir, c'est que la première version du RNIV, en fait, on l'a écrite sans savoir comment allait fonctionner le téléservice. C'est pour ça que la prochaine version qui va arriver, il y a quand même pas mal de modifications, beaucoup plus d'exigences. Mais on ne désespère pas et on travaille au quotidien pour qu'effectivement le téléservice soit adossé directement donc à cette base qu'on appelle le SNGI, qui réglera un grand nombre de problèmes. Un grand nombre. Aujourd'hui, on n'y est pas encore, donc on essaie depuis maintenant, je ne sais pas, 3 ans, Manuela, de trouver des moyens de faire évoluer ce téléservice sans forcément y arriver, hein, parce que c'est pas forcément à notre main. On a eu des petites victoires, il y en a d'autres qu'on n'a pas réussi, mais voilà, l'objectif à terme, alors je ne peux pas vous dire quand exactement, mais on y travaille, c'est vraiment que le téléservice soit sur une seule base, unique et propre. Et on aura 99% à minima de bonnes INS quand on sera arrivé à faire taper ce téléservice au bon endroit, quoi. Ouais. Ça, on le sait, hein, on le sait. Mais il faudrait presque, en fait, systématiquement, vous parliez tout à l'heure de faire une faute dans le prénom. Il faudrait presque le faire systématiquement, finalement, pour que ça puisse interroger le site le plus fiable. Oui, oui, on pourrait voir les choses comme ça, mais d'un autre côté, dans 90% des cas, ça marche quand même bien. Là, aujourd'hui, on a un taux de succès de 90. La faute, c'est pour rattraper, disons qu'on va rattraper 5-6%, on arrive à 96, 97, parce qu'après, on a encore le sujet des discordances, surtout pour les sujets âgés et les sujets nés à l'étranger. Mais donc, du coup, non, la faire systématiquement, à mon avis, non, parce que dans 90% des cas, ça marche avec le mode nominal. Hein. Et des identités qui auraient été qualifiées alors qu'elles n'étaient pas, elles n'auraient pas dû, quel est le recours? Parce qu'il est peut-être, c'est peut-être arrivé, je veux dire, aussi bien chez nous qu'ailleurs, où on aurait peut-être qualifié des identités qui n'auraient peut-être pas dû. Je suppose que vous ne conservez pas de copie numérique de pièces d'identité. Alors nous, Donc, si. Si. Je ne sais pas si on doit, mais vous avez le droit. on En le tout fait, cas, on vous le avez le scanne dans droit. le dossier patient. Voilà. Ouais. Vous avez tout à fait le droit. Le problème, ça serait de comment repérer ces identités qui ont été qualifiées de façon indue. Et là, vous n'avez aucun moyen de le repérer. Parce que il n'y a pas de requête, puisque l'ancienne, l'identité est écrasée, en fait. Hein, ce que vous aviez, vous, saisi en local, quand on accepte le retour du téléservice, ça écrase l'identité. Donc, vous n'avez pas de moyen
de les repérer. Ou alors, le patient revient, il vous dit je m'appelle, je ne sais pas moi, Sophia en nom de famille. Vous n'avez pas de Sophia dans votre logiciel. Vous n'avez qu'une Maria, par exemple. Et là, il dit mais si, je suis déjà venu, je viens tout le temps, etc. etc. Et là, probablement en regardant, je ne sais pas, d'ailleurs, vous seriez embêté pour récupérer, pour le retrouver, pour retrouver l'identité du coup là de votre patient. Donc ouais, ça pose. Si vous avez vraiment qualifié des choses vraiment avec une grosse discordance, genre inversion nom et prénom, ça arrive ça chez les étrangers, c'est pas le cas le plus fréquent, mais ça arrive. Ben là, à mon avis, vous serez embêté, quoi, parce que pour retrouver même le dossier initial dans votre système, je ne sais pas comment vous ferez. Après, ça dépend peut-être des logiciels, hein, et peut-être que votre logiciel, il conserve quand même un historique de l'identité qui vous permet de rechercher sur un historique. Je ne suis pas super optimiste, hein, mais effectivement, d'où l'importance des contrôles initiaux et si on a un doute, de ne pas qualifier. Après, d'avoir quand même une organisation pour que quelqu'un à tête reposée puisse revenir sur ces dossiers pour réfléchir. Vous voyez, il faudrait réussir à les repérer, à les mettre de côté et à revenir dessus, parce qu'il y a peut-être des choses qu'on pourra qualifier. Mais je pense qu'il faut être très rigoureux au départ, quoi. Pas dans le dossier du patient s'il a pas été qualifié. Bah, si, après, tu peux le qualifier. On peut le qualifier a posteriori, du moment qu'on garde notre carte Tout d'identité. à fait. Ah oui, bien Tu sûr. peux le qualifier Bien sûr. qu'après. Oui, mais le résultat du patient, Ah. il ira pas dans son DMP du coup si Ouais. son identité n'a pas été qualifiée. Avant. Au moment où il va passer son examen, par exemple, son résultat est prêt, son compte rendu est fait, validé. Si on n'a pas qualifié son identité, Et ce compte rendu est validé, ça ne partira c'est pas mort. après, en fait. Alors, C'est ça dépend des logiciels. Après, moi, je ne connais pas très bien. C'est dommage que Jean-Marc, qui doit les connaître mieux, ait dû nous quitter. Mais ça dépend des logiciels. Il y a certains logiciels. Moi, je connais des logiciels dossier patient, par exemple, hospitalier, des logiciels dossier patient informatisés, qui, toutes les nuits, ils repassent un peu en revue ce qui a été produit. Et s'ils voient qu'il y a une INS qui est qualifiée et que le document n'est pas parti au DMP, il le fait partir. Ah oui. Donc ça, c'est très pratique. Mais ça dépend de la fonctionnalité du logiciel. Si votre logiciel n'a pas cette fonctionnalité, effectivement, si vous n'avez pas qualifié avant la production du document, c'est cuit, ça ne partira pas au DMP. C'est pour ça qu'il faut quand même faire la qualification, le max de qualification au départ, tout ce qu'on peut faire, parce qu'il y a quand même 90% des cas qui sont faciles à qualifier. Et les 10%, c'est embêtant. Après, je pense qu'on peut renvoyer au DMP, mais manuellement, vous voyez, il faut rouvrir le document, le dévalider, le revalider, et là, ça partira. Voilà, en dévalidant, revalidant, ça partira. Mais ça fait une charge manuelle, quoi. Ouais, nous, on a One Manager en logiciel et je crois qu'en dévalidant et en revalidant, on peut le refaire partir. D'accord. De toute manière, Jean-Marc est en relation régulière avec l'ensemble des éditeurs de radiologie. Donc, c'est une question qu'on leur posera. Ok. Est-ce non, qu'il c'est y a d'autres questions? Écoutez, s'il n'y en a pas d'autres, n'hésitez pas. Vous avez du coup maintenant, vous aurez maintenant accès à l'ensemble de vos référents régionaux en identitovigilance. Je pense qu'ils sont, ils sont prêts, ils savent. Ouais, et puis surtout, ça fait 3 ans qu'on accompagne les établissements de santé qui ont démarré depuis 3 ans. Donc, on a tout vu. On ne peut pas être pris au dépourvu par une anomalie. On aura la réponse. D'accord. Merci. Ok, merci. Donc n'hésitez pas et merci beaucoup. Je vous souhaite un bon après-midi. Merci à vous aussi. Au revoir. Au revoir. Merci, Bon au revoir. après-midi à tous. Au revoir.